Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. 200 fermes disparaissent chaque semaine, 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, et ceci expliquant sans doute cela, on dénombre une surmortalité par suicide dans le milieu agricole. Le métier d'agriculteur est donc en souffrance aujourd'hui en France, mais certains ont décidé que la situation ne pouvait perdurer, alors ils se battent aux côtés de ces personnes en détresse et les sortent de leur solitude mortifère. Et c'est le cas de l'association Solidarité Paysans, dont on accueille aujourd'hui la présidente, Marie-André Besson. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors commençons par une brève présentation. Qui êtes-vous, Marie-André Besson ? Je suis une paysanne en retraite. J'ai produit avec mon mari et mon fils sur la fin de carrière du lait à Comté dans le Jura. Et je suis engagée à Solidarité Paysan depuis la création de l'association locale. L'association Solidarité Paysans est aujourd'hui un soutien vital pour de nombreux agriculteurs. Pouvez-vous nous raconter l'origine de son action ? Le mouvement de Solidarité Paysan est né plutôt dans l'ouest de la France, d'un groupe de paysans qui ont voulu se défendre contre leurs créanciers, principalement au départ. C'est de là que c'est parti dans les années 80, je dirais. De là, il y a une mobilisation progressive et c'est en 1992 qu'est née l'association nationale. Quelles sont les missions et les objectifs de Solidarité Paysans ? Solidarité Paysan, c'est une association de défense et d'accompagnement des agriculteurs en difficulté. Ce sont les personnes qui nous sollicitent. Pour nous, c'est hyper important parce que c'est vraiment le premier pas d'un accompagnement possible. Les personnes s'engagent dans la démarche qu'on entreprend avec eux. Ce qui compte dans la défense et dans l'accompagnement des paysans qu'on peut faire aujourd'hui, c'est vraiment de leur redonner de l'autonomie, de leur redonner une capacité décisionnelle et une reprise en main de leur exploitation, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on sent bien que les paysans ont perdu la maîtrise de leur outil de travail, quoi. Pouvez-vous nous raconter une histoire d'accompagnement représentative de l'action de Solidarité Paysans ? Je vais prendre une situation que j'ai moi-même accompagnée. On avait été sollicité par une personne qui avait d'énormes problèmes financiers, que la banque abandonnait parce que voilà, la situation était trop catastrophique. On lui avait conseillé d'arrêter son exploitation. On a donc travaillé avec le couple sur tout le volet économique, à la fois économique et technique de l'exploitation, parce qu'il y avait effectivement des problèmes au niveau de la production notamment. Donc on a travaillé sur ces volets-là avec les personnes. On a effectivement travaillé pour regagner la confiance de la banque, c'est-à-dire qu'on a avec eux fait des budgets prévisionnels qu'on suivait régulièrement avec eux. Tous les mois, dès qu'ils recevaient leur levée de compte, ils nous appelaient, on se rendait chez eux et on travaillait sur qu'est-ce qui a pu être fait par rapport à ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qui n'a pas été fait, comment on réajuste. Et, voilà. Et les personnes étaient vraiment engagées dans la démarche. Et on a fait ça pendant 4 ans. Après, on a continué à travailler avec eux sur l'amélioration technique de leur exploitation, l'amélioration de leurs conditions de travail aussi, qui étaient particulièrement difficiles. Et au bout de 8 ans, c'est une exploitation qui avait repris son rythme, qui fonctionnait. Et notre grande satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, ils ont installé leur fils sur l'exploitation avec eux. Pour nous, c'était vraiment une belle réussite. Et c'est des gens avec qui, personnellement, ils m'appellent au moins 2 fois par an pour prendre des nouvelles. Au moment du Nouvel An, ils appellent pour nous présenter leurs vœux. Enfin, voilà, à la fois, il y a un travail avec les personnes, mais sur la durée, automatiquement, il se crée des liens avec ces personnes et c'est fabuleux, quoi. J'ai vu aussi une exploitation où quand on a commencé l'accompagnement, eh ben, on cherchait les factures dans des boîtes à chaussures parce que voilà, il n'y avait plus rien qui était assumé à ce niveau-là. Et au bout d'un certain nombre d'années, la dame faisait sa comptabilité elle-même sur l'ordinateur, quoi. Donc vraiment des progressions des personnes et c'est là où on sent qu'il y a d'énormes ressources
Notre travail à nous, finalement, c'est de faire émerger réémerger, parce que souvent elles ont existé, mais voilà, de faire réémerger ces ressources des personnes pour leur permettre, de reprendre confiance en elles déjà et puis de retrouver de l'autonomie dans la gestion de leur exploitation, quoi. On n'a pas que des réussites, hein, effectivement, il faut être réaliste aussi, mais ce qui est fondamental pour nous, c'est l'engagement des personnes dans la démarche et c'est pour ça qu'on tient beaucoup à l'autodéclaration. C'est très dur d'appeler quelqu'un pour dire, «J'ai des problèmes, j'aurais besoin qu'on m'aide». Cette démarche-là, elle est le début des choses possibles. Qui peut faire appel à l'aide de Solidarité Paysans? On accueille tous les paysans qui nous font appel, quel que soit leur modèle de production, quelles que soient leurs options, politiques, religieuses et cetera. Bien que notre éthique profonde, ce soit vraiment d'aller vers une transformation sociale pour limiter effectivement la casse que produit ce modèle de développement, agricole actuellement. On accueille beaucoup de grosses exploitations, de jeunes installés de moins de 5 ans. On n'a pas de frein à l'accompagnement, hormis le fait de rester dans la légalité, dans les modes d'accompagnement, quoi. Sur quel territoire œuvre aujourd'hui Solidarité Paysans? Alors, on couvre quasiment tout le territoire français depuis quelques années. On couvre 84 départements de toute façon aujourd'hui. Voilà. Alors, soit avec des associations départementales, soit avec des associations régionales. Qu'est-ce que l'agriculture paysanne, Marie-André Besson? L'agriculture paysanne, c'est vraiment une agriculture qui respecte à la fois l'humain, qui respecte l'environnement. Donc, c'est une agriculture qui permet à celui qui la pratique, bah, de s'épanouir et de trouver du sens à son travail, quoi. Par rapport au modèle actuel où c'est la fuite en avant et une industrialisation de l'agriculture qui enlève tout le sens du métier, en fait, et qui réduit souvent les personnes à être des agents du développement industriel, quoi, mais ils n'ont plus la maîtrise de leur outil de travail, quoi. Et c'est pour ça que dans l'agriculture paysanne, il y a cette notion de respecter l'environnement, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui, et puis la place de l'humain, au centre du dispositif et notamment là de l'exploitation, quoi. Je pense qu'on ne vit pas son métier de la même manière si on a l'ambition de produire toujours plus, sans se poser la question notamment du respect de l'environnement, que si on sent que, ben, on veut protéger les sols, qu'on veut, ce lien aussi et ce contact avec les animaux. Un paysan qui a 30 vaches laitières ou un qui en a 100, les 100 vaches, elles ont des numéros, les 30 vaches laitières chez le paysan, elles ont des noms. C'est banal, mais ça dit des choses, quoi. Quelles évolutions constatez-vous dans le monde agricole en France aujourd'hui? Quand on a créé les associations Solidarité Paysans, on se disait: «On espère bien que dans 10 ans, on ne sera plus là, qu'il y aura plus besoin de nous». Or, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus besoin de nous, malheureusement. Ça veut dire que le modèle de développement actuel, il produit des dégâts importants au niveau des paysans. On a quand même 18 des paysans qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a quand même 200 fermes qui disparaissent tous les ans, mais ça, c'est un phénomène qui a été politiquement choisi. L'objectif, c'était de produire, beaucoup plus pour exporter, de produire à bas prix et de diminuer le nombre de paysans, parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de petits paysans. Donc les regroupements se sont faits. On est parti dans cette, volonté de produire plus et à bas prix. Le résultat, c'est qu'il est parfait. En termes d'objectifs des lois d'orientation, on a atteint les objectifs, sauf que, il serait plus que temps qu'on s'arrête, quoi. C'est vrai qu'il y avait besoin de produire plus au sortir de la guerre, personne ne peut le contester. Sauf que Edgar Pisani, qui a été l'acteur de ces lois d'orientation, a lui-même reconnu à un certain moment que quand on arrivait à un certain stade, il fallait être capable de dire, il fallait y mettre une limite, quoi. Et là, on ne met pas de limite, on est toujours dans ce toujours plus. On ne parle aujourd'hui et le Sénat a encore, des projets de loi pour assurer la compétitivité de la France. Ben, la compétitivité de la France, c'est quoi? C'est les exportations, c'est produire plus et donc à bas prix puisque, voilà, sur le marché mondial, on voit bien ce qui se passe avec tous les accords de libre-échange qui ont été, faits et celui qui est encore en discussion actuellement.
Certes, on s'insurge contre, mais il y en a déjà un certain nombre d'accords qui sont passés et personne n'a réagi. C'est la fuite en avant, quoi, en fait. Dans cette fuite en avant, c'est le paysan qui est la variable d'ajustement. Les paysans sont quand même les seuls à produire sans fixer le prix de leur production. Le prix de la production des paysans, elle est fixée par la loi du marché. Plus il y a de produits sur le marché, automatiquement, voilà, cette évolution, elle assure la diminution encore du nombre de fermes et en plus, le pourcentage de paysans qui vont arriver en retraite dans les 10 ans est énorme. Donc on va avoir une agriculture bientôt sans paysans, quoi. Mais quelle agriculture? On peut se poser la question quand même. Le quotidien des agriculteurs est parfois très difficile. Il est dit que c'est l'un des métiers en France où le taux de suicide est le plus important. Qu'est-ce qui provoque une telle détresse selon vous? Dans le monde paysan, ça aussi c'est un problème. C'est qu'on n'a jamais pris en compte le temps de travail. Donc un paysan qui se lève le matin et qui sait que de toute façon il va bosser 15 heures dans la journée, mais qu'au bout du compte il va perdre de l'argent parce que comme on produit de façon complètement industrielle, donc il faut des intrants, il faut des pesticides, qui ont un coût. Automatiquement, le paysan il perd du sens à son travail, quoi. Il y a des paysans qui n'arrivent pas à remplir leur frigo. Vis-à-vis de leur famille, c'est quand même drôlement, humiliant de se dire: «Je peux même pas nourrir ma famille», quoi. Le paysan, il maîtrise plus rien. Il maîtrise plus son outil de travail. Il travaille, point. C'est souvent les techniciens qui disent aux paysans: «Bah, il vous faut tant d'intrants, il vous faut tant de machin, il vous faut tant de» donc le paysan, il a plus rien à décider de lui-même, quoi. Et tous ceux qui ont choisi ce métier de paysan quand même, c'était pour avoir ce lien, soit avec les animaux, soit avec la terre, soit et ce lien-là, il se perd actuellement. Il se perd dans la masse de besoins, de production illimitée, quoi. Ça crée du stress, ça crée de la fatigue, ça démotive, quoi. Diriez-vous, Marie-André Besson, que l'on peut contrôler la nature? J'ai un petit-fils qui est en apprentissage agricole. Il me disait l'autre jour: «Oui, mais mamie, tu sais, ils sont en train de faire des recherches, ils vont pouvoir repousser les nuages ou». Je dis: «Oui, bien sûr, on peut toujours essayer d'aller contre la nature, mais la nature, elle revient toujours, elle nous redit toujours qu'elle est là». Donc à un moment donné, il va peut-être falloir quand même qu'on prenne conscience qu'on ne pourra pas toujours mener la nature comme on a envie de la mener. On veut maîtriser, il y a des éléments naturels qu'on ne maîtrisera pas et on en voit bien aujourd'hui les effets quand même, quoi. Et il serait grand temps qu'on en prenne conscience, quoi. Alors quand on entend qu'il faut aller vers, une simplification des normes environnementales, il faut encore alléger les normes environnementales, oui, certes, il y a beaucoup de normes en agriculture, mais on a aussi besoin de normes et c'est sans doute pas les normes environnementales qu'il faut le plus réduire aujourd'hui dans la situation où on est, quoi. Alors que les sols sont déjà complètement, appauvris, quoi. Moi, j'ai en exemple une exploitation des jeunes qui ont repris une exploitation il y a pas très longtemps. Leurs sols ne produisent rien et ça, ça, ils y avaient pas prévu quand ils se sont installés. On leur a pas dit. Donc ça pose quand même des questions, quoi. Jusqu'où on veut maîtriser la nature? Moi, à un moment donné, je crois qu'il faut notre toute puissance, elle a ses limites. Y a-t-il des bonnes pratiques en agriculture qui devraient être appliquées dans toutes les exploitations? Les bonnes pratiques, c'est toujours à partir des situations individuelles qu'on essaie d'améliorer. On peut pas dire, faut faire ci ou faut faire ça. Toutes les exploitations sont différentes, les personnes sont différentes, leur capacité à aller vers le changement est aussi différente, donc il faut tenir compte de tout ça. On peut pas donner de recette générale, quoi. Il y a des exploitations qui étaient, par exemple, en production, laitière, mais avec, ensilage complète et qui ont carrément fait mais ça, c'est des gros changements, quoi, qui sont carrément passés en pâturage, quoi. Mais il y a des changements qui sont beaucoup moins radicaux, je dirais, mais qui sont importants. Il y a des exploitations qui, par exemple, ont beaucoup trop de cheptel par rapport à la capacité possible de l'exploitation, donc qui suralimentent avec des concentrés. Voilà, on peut, diminuer le cheptel pour diminuer les concentrés et puis donc du coup, on améliore les conditions de travail des gens parce que, voilà, il y a donc tout est possible, mais tout est possible en fonction de la situation des personnes et de leur exploitation. Tous ceux qui opèrent des changements avec du recul après, disent le bien que ça leur fait de sentir que, enfin, ils voient des choses qu'eux font et qu'ils maîtrisent, quoi.
qu'ils arrivent à maîtriser, quoi. Mais alors pourquoi ce métier est-il tant en souffrance? C'est un métier qui souffre parce qu'il a pas de perspective, en fait, et parce qu'il a perdu le sens de son métier et qu'il y a quand même, des distorsions énormes entre des grosses exploitations productivistes et qui avancent, voilà, le nez dans le guidon et puis ceux qui restent sur le bord de la route, quoi, et que finalement on abandonne. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui les aides, elles sont, affectées à la surface des exploitations, donc c'est aussi la course à la surface pour avoir des aides. Donc toutes les aides qui sont accordées et c'est là où Solidarité Paysans a toute sa place, c'est que souvent les aides, les paysans les plus en difficulté, les situations les plus fragiles, ils y ont pas droit. Donc nous, on se bat pour qu'ils aient ces droits au même titre que les autres. Par exemple, une exploitation qui est en redressement judiciaire, hein, quand une exploitation est trop endettée, eh ben, effectivement, une des solutions, c'est de rentrer dans une procédure collective qu'on appelle un redressement judiciaire, qui permet un étalement des dettes sur 15 ans et donc qui sécurise l'exploitation et l'agriculteur parce que du coup les créanciers ne peuvent plus avoir d'emprise sur les paysans et ce qui est hyper stressant et puis qui permet effectivement de redresser l'exploitation progressivement. Eh ben, il faut savoir que quand on ouvre ces périodes de redressement judiciaire, il y a une période préalable qu'on appelle la période d'observation. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, qui est souvent renouvelée au moins 1 an, où les dettes sont toutes gelées mais l'exploitation doit, pendant ce temps-là, prouver qu'elle est viable, qu'elle va pouvoir poursuivre, donc en assumant toutes les charges du moment. Eh bien, cette période-là, par exemple, elle est considérée par les pouvoirs publics et notamment par l'Europe comme une période où l'exploitation est considérée comme non viable. Donc, une exploitation qui est considérée par les pouvoirs publics non viable, elle n'a droit à aucune aide. On est obligé de se battre pour, et ça ne marche pas à tous les coups, pour que ces gens-là, eh ben, ils aient droit aux aides. C'est bien le moment où ils en ont le plus besoin, puisqu'ils doivent prouver qu'ils vont pouvoir tenir. Et ben là, on les prive de tout. On peut comprendre que les gens, dans ces moments-là, ils soient hyper stressés et parfois découragés à tel point que... Voilà. Et puis, il y a quand même aussi un autre phénomène par rapport au suicide, c'est la solitude dans laquelle les gens se trouvent, parce que c'est bien beau la désertification, mais les paysans, ils se trouvent tout seuls. Ils ont bien des gros tracteurs puis des grandes surfaces, mais ils sont tout seuls. Ils n'ont pas de voisins avec qui discuter. Et il y a une grande solitude, accouplée à un grand individualisme, donc chacun se méfie de l'autre, parce que, et notamment quand on est en difficulté, on sait très bien qu'il y a des gens qui attendent que l'exploitation s'arrête pour pouvoir... voilà, il y a des conflits d'intérêts qui sont quand même importants en agriculture. Donc ça, cette solitude, eh ben, à un moment donné, elle peut peser énormément. Et nous, en tant que consommateurs, avons-nous un rôle à jouer? Si oui, comment pouvons-nous aider ces paysans? Je crois qu'il y a déjà un point, moi, qui me semble important, c'est que certes, le consommateur a un rôle dans sa manière de consommer, mais il faut être bien conscient quand même que, d'une part, on a tendance à dire si les consommateurs acceptaient de payer un peu plus cher la nourriture, les paysans seraient mieux rémunérés. Or, je crois que c'est vraiment un faux problème. On a réalisé avec le Secours catholique, les CIVAM et la Fédération française des diabétiques une étude sur l'injuste prix de l'alimentation. Et on voit bien dans cette étude qu'il y a les producteurs d'un bout de la chaîne, il y a les consommateurs de l'autre, et qu'à chaque extrémité de la chaîne, il y a de la précarité. Mais par contre, au milieu de la chaîne, il y a des bénéfices énormes. Donc, il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans le piège de dire il faut que les consommateurs acceptent de payer plus pour que les agriculteurs soient mieux payés. Ce n'est pas vrai du tout. Et c'est monter les agriculteurs contre les consommateurs et vice-versa. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. L'étude dont je viens de vous parler, là, elle révèle vraiment qu'il y a des possibilités. Il y a de l'argent aujourd'hui qui est utilisé pour promouvoir cette agriculture qui ne respecte ni le paysan ni le consommateur finalement. Donc, qui encourage le paysan à produire une alimentation qui n'est pas saine. Donc, cet argent-là, il faudrait qu'elle puisse être utilisée différemment pour que, justement, à la fois les producteurs soient rémunérés à leur juste coût et que les consommateurs, au bout de la chaîne, ils aient une alimentation qui ne soit pas une alimentation bourrée de pesticides et de cochonneries comme on a aujourd'hui. Les orientations qui sont aujourd'hui menées, elles sont menées à partir d'orientations politiques. Donc, il faudra bien qu'il y ait une volonté de changement politique
pour qu'on puisse vraiment aller vers autre chose, quoi. On ne peut pas le faire simplement entre consommateurs et producteurs. Malgré la complexité de la situation, est-ce que vous pensez qu'il y a des raisons tout de même d'espérer? S'il n'y avait pas de lueur d'espoir, je pense que je ne serais pas là, déjà. Si je suis là, c'est parce que je crois qu'il y a des changements possibles, mais je ne suis pas la seule, hein. Il y a plein de personnes, d'associations, de mouvements, qui se battent pour ces changements. On fait partie de collectifs aussi qui défendent un autre type d'agriculture. Il y a le collectif Impact, il y a le collectif Nourrir, il y a cette étude qu'on a réalisée là avec des partenaires avec qui jusqu'à présent on ne travaillait pas. Donc ça montre quand même une ouverture et du coup, je crois qu'il y a une prise de conscience réelle de structures, mais aussi de personnes qu'on n'a pas d'autre solution que d'aller vers des changements. Donc je pense que ça, c'est quand même une lueur d'espoir. Il y a aussi cette prise de conscience que tout seul, on peut rien. On pourra rien tout seul. Mais que si on unit toutes ces forces alternatives, là, on devient une force pour des changements, quoi. Avez-vous un dernier message que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs? Je pense que l'agriculture est un beau métier. Moi, je m'y suis épanouie. Mais qu'on a vraiment besoin de s'unir pour lui permettre de retrouver son authenticité et sa véracité, quoi. Nourrir le monde, c'est quand même quelque chose bon, qui ne peut faire que de motiver, quoi. Merci Marie-André Besson d'avoir pris le temps de nous raconter les difficultés du monde paysan aujourd'hui. Ce sont grâce à eux que d'ailleurs nous nous nourrissons 3 fois par jour. C'est un sujet qui est donc vital et dont nous devons tous nous emparer. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.ecologihumaine.eu.